Hi, bonjour. Hi, bonjour. Welcome to Ayeyo Podcast. Bienvenue sur Ayeyo Podcast. Pour les personnes qui ne connaissent pas Ayeyo Podcast, Ayeyo veut dire grand-mère en langue somali. On vous dit bienvenue, welcome. Mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, on est en excellente compagnie avec Odom. Je vais l'appeler Odom juste de façon familière, mais elle va se présenter au grand complet. Je n'aime pas faire des descriptions descriptives longitudinales. J'aime quand les gens se présentent, mais on a la chance vraiment d'avoir une personne, moi, que je juge vraiment extraordinaire. À chaque fois que je l'écoute parler, je grandis intellectuellement. Et aujourd'hui, l'épisode va être hyper intéressant. Je vais juste nous placer dans l'espace physique. Je suis physiquement à Paris, ce qui n'a jamais été le cas pour Ayeyo Podcast. J'ai toujours enregistré en étant au Canada, sur la terre non cédée qu'est le Canada. Et là, pour la première fois, je suis à Paris. Je suis à Paris, en France, avec Odom. Et j'aimerais dire que pour moi, c'est extrêmement spécial d'enregistrer cette entrevue avec Odom parce que Odom est une personne que j'ai croisée dans les circuits universitaires à Montréal et c'est une personne que je me suis déplacée dans le froid. Il faisait vraiment pas beau cette journée-là. Je me suis déplacée pour voir une conférence de Odom à Montréal, à l'Université de Montréal. Elle va nous parler de ses centres d'intérêt, de ses centres de recherche, de sujets de recherche et de son parcours. Mais je me suis déplacée pour aller voir une chercheure, qui est Odom, professeur-chercheur, qui parle vraiment de l'intersectionnalité, vraiment avec des sensibilités africaines et surtout liées à l'Afrique qu'on appelle, bon, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, mais l'Afrique francophone, mais une Afrique qui, on ne peut pas le nier, factuellement et sociologiquement, certaines personnes parlent le français en Afrique de l'Ouest et dans différentes régions du continent africain pour plein de raisons, notamment coloniales, mais le fait est le fait que les gens parlent le français sur le continent africain. Donc, j'ai rencontré Odom, je tiens à le dire, je tiens avant même qu'elle se présente dans un contexte où moi-même, en tant que femme noire africaine, très très fière de mes origines, née sur le continent africain, ensuite dans les diasporas, j'ai évolué, mon identité, mes identités ont évolué et en tant que sociologue, je m'intéresse surtout aux femmes noires africaines qui font bouger les lignes intellectuellement de ce qui se passe dans le monde, pas juste sur le continent africain, mais de ce qui se passe dans le monde. Et donc, quand j'ai vu la magnifique photo de Odom, je me suis dit, bon, il faut que je me déplace. Je suis occupée, mais il faut que je me déplace pour aller voir qui est cette personne. J'avais jamais entendu parler d'elle. C'était la première fois que je lisais son nom, que je lisais la biographie. Et je me suis déplacée et j'ai pas été déçue. Donc aujourd'hui, Odom, qui es-tu? Déjà, je te remercie, Idil, pour l'invitation. Au contraire, c'est moi qui me sens très honorée que tu me reçoives dans ton podcast, dans la mesure où j'ai aussi eu l'opportunité de te connaître à Montréal dans un cadre académique. Je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de te connaître à cette occasion-là parce que je découvre une belle personne avec de belles valeurs et j'en suis que très ravie en fait, hein. Alors, me présenter est une sacrée colle parce que se présenter soi-même, on peut pécher d'égocentrisme ou de narcissisme. Je vais dire que je suis d'abord Odom, enseignante-chercheuse à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'enseigne les littératures africaines qui se produisent en espagnol et les littératures afro-descendantes espagnoles contemporaines. J'aime bien préciser ce dernier point-là pour comprendre en fait que l'université est politique et que je décide à titre personnel, lorsque j'arrive à l'Université Cheikh Anta Diop, de donner ou d'avoir un nouvel axe de réflexion, en l'occurrence la littérature afro-descendante espagnole contemporaine, parce que ma fille étant de père espagnol et de mère gabonaise, je fais le constat qu'aussi bien au sein de l'académie en Espagne qu'au sein de l'académie en Afrique, de façon vraiment exhaustive, hein, on ne retrouve pas tout à fait de corpus de littérature, de pratique, de discours et de réflexion scientifique autour des communautés afrodescendantes espagnoles contemporaines en général. Lorsqu'on parle de l'afrodescendance dans le monde, on se situe beaucoup plus en Amérique ou en Amérique dite hispanique, au Brésil ou encore en Amérique du Nord, mais très peu de personnes dans le monde savent qu'il y a effectivement une communauté afrodescendante espagnole contemporaine. Mm. Et c'est pourquoi, donc, de façon politique, je décide
de rendre visibles ces réflexions-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui je m'intéresse à cette question-là. Parce que déjà, par rapport à ma fille, j'ai senti très tôt, en fait, que l'université étant très politique, il était important que je porte ces discours-là dans une dimension académique, dans les espaces universitaires. Je dis aussi donc, par l'occurrence, quand je me présente, que je suis mère, parce que lorsqu'on est une femme, la maternité est indissociable de son parcours professionnel. Ça a des implications à plusieurs niveaux. Donc, je dis que je suis mère parce que ça, c'est absorbant, c'est chronophage, c'est passionnant aussi parce que ça t'apprend à être une autre personne, d'avoir une responsabilité, hein, une conscience de savoir qu'il y a quand même quelqu'un qui dépend de toi ou une personne qui dépend de toi et pour qui tu comptes et pour qui tu vas devoir parfois avoir un courage qui te surprend toi-même parce que c'est une personne que tu mets au monde et qui ne choisit pas, parce que tu te retrouves peut-être dans des contextes assez spéciaux, comme mon cas en fait, hein. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et je suis aussi fille unique, j'ai 4 frères. Donc, toutes ces réalités-là vont supposer pour moi aussi des implications politiques à plusieurs niveaux. Parce que déjà, ma mère est ce qu'on appelle trivialement une femme au foyer. Bon, c'est un terme qui est très sexiste, hein, parce qu'une femme au foyer donne l'impression qu'on ne travaille pas, mais je ne connais aucune femme au foyer qui ne travaille comme ces personnes-là, sans horaire et sans honoraire, à tout point de vue, en fait, quoi. C'est impressionnant. Donc, toutes ces réalités, à partir d'un contexte africain, un contexte occidental aussi, parce que je vais bouger pour des questions associées à mes études, vont me donner une autre dimension de l'importance pour les femmes africaines et de façon plus générale pour les femmes noires de pouvoir être dans les universités, de pouvoir apporter leur narratif, leur vision, leur discours, leur façon d'être et leur simple présence en fait. Parce que socio-historiquement, on est des corps qui avons souvent été étudiés, mais pas par nous-mêmes, mais par des autres. Donc, il est important déjà de façon symbolique d'être présent là-dedans, de pouvoir apporter d'autres sons de voix de façon dissonante parce qu'on doit pouvoir apporter autre chose en fait. Et puis parce que finalement, ça devient passionnant lorsque tu te rends compte que des gens que tu ne connais même pas, pour qui tu deviens une référence. J'ai plusieurs fois eu l'opportunité d'entendre des étudiants dire que je leur donne de la force pour continuer. Et à partir de ce moment-là, je me dis, même lorsque j'ai envie de baisser les bras, c'est peut-être pour elle aussi qu'on est là, en fait. Et donc, voilà. Je ne sais pas si je me suis présentée intégralement, mais bon, c'est déjà ça pour le moment. Non, une très belle présentation. Et c'est vrai que tu donnes de la force aux hommes. Ça, moi, je te le confirme. Et juste pour spécifier, parce Mhm. que le lieu de naissance pour moi est très politique. Tout à fait. Donc moi, je sais que j'ai dit que je suis née à Djibouti. OK. Toi, est-ce que tu es née au Gabon? Moi, je suis née au Gabon. Je suis née de façon spécifique et concrètement à Mindik. Mindik est une ville qui se situe dans le nord du Gabon. Et donc voilà, jusqu'à 9 ans, près de 10 ans, je vais grandir et être scolarisée là-bas, jusqu'à ce que mon papa va être muté à Libreville, dans la capitale, et je vais donc commencer mon cycle secondaire à Libreville. Et puis plus tard, je me retrouverai au Sénégal pour commencer les études universitaires, et bien plus tard, je serai en Espagne où je ferai mon doctorat. Ok. Et, Voilà, et est-ce que je peux demander qu'est-ce qui t'amène en Espagne en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que je me de retrouve en Gabon, Espagne. Espagne, je ne sais pas, Ouais, intuitivement, ça semble pas se effectivement, lier, c'est mais ça. Alors, à la base, lorsque j'ai le doctorat, je voulais étudier italien, mais à l'université de Libreville, il n'y avait pas de département d'italien. hmm, Et puis, je me suis souvenu, lorsque j'étais enfant, avoir suivi un film qui m'a beaucoup impacté et qui fait aujourd'hui sens. Un film où on parlait de Cuba. Et je voyais qu'il y avait une grande communauté de personnes noires à Cuba. À l'époque, dans le circuit scolaire, on ne nous parlait pas vraiment tout à fait de l'esclavage. Donc, je ne comprenais pas logiquement pourquoi il y avait des Noirs à Cuba et qui parlaient espagnol. C'est aussi le premier film qui va me pousser à aller comprendre pourquoi dans ce pays-là, il y a des Noirs. Et c'est pourquoi je vais m'intéresser à la langue espagnole. Je vais en faire un véhicule de communication pour qu'il n'y ait pas de filtre, pour ne pas que personne ne me traduise en fait ce qui se passe là-bas. Je voulais avoir l'information de première main. C'est pourquoi finalement je vais m'inscrire au département d'espagnol. Je vais commencer de fil en aiguille à comprendre en fait qu'il y a un passé qui nous lie finalement, notamment l'esclavage et tout ce qui va aller avec. Et puis après, par les hasards de l'histoire, je comprends qu'au lieu d'aller si loin de Cuba,
À côté de moi, au Gabon, dans la province dans laquelle je suis née, il y a un pays, l'unique pays hispanophone d'Afrique, et que finalement, l'Espagne a vraiment beaucoup de connexions avec l'Afrique. Et donc, c'est pourquoi je vais donc commencer je fais une première année à l'université de Libreville, publique. Et puis après, mes frères étant déjà à l'époque au Sénégal, et le système éducatif au Gabon avec des grèves va donc me pousser finalement à aller rejoindre mes frères au Sénégal. Et puis, je continuerai justement tout ce qui a un rapport avec les études en espagnol. Et c'est après l'espagnol, après avoir obtenu ce qu'on appelait à l'époque l'ancienne maîtrise, qui est devenue aujourd'hui le Master 2, que je vais m'envoler maintenant en Espagne pour aller faire le doctorat. J'estimais en fait que si je devais aller loin pour faire l'enseignement, parce que comme j'ai fait des études littéraires, cela me prédestinait à être enseignante en fait, hein, pour avoir quelque chose de plus concret. J'ai donc décidé, au lieu d'être professeur de lycée, d'aller plus loin et de devenir professeur à l'université. C'était aussi en fait une volonté personnelle de briser les plafonds de verre, parce que je vais être aussi pour ma mère, pour ma grand-mère, la première femme de ma famille à faire des études universitaires, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris à cœur le fait de pouvoir aller jusqu'au bout, en fait. Et puis aussi parce que je suis animée peut-être inconsciemment par une sorte de syndrome de l'imposture. Étant donné que je suis fille unique, j'avais l'impression que pour avoir ma voix au chapitre, il fallait au moins que j'ai le plus long diplôme pour ne pas que l'on me dise t'es qu'une femme, tu n'auras jamais la voix au chapitre. Donc, le fait que je sois fille unique, que j'ai choisi de vouloir avoir le plus long diplôme, le dernier diplôme de l'université, m'a aussi permis de comprendre que comme j'ai beaucoup plus de nièces que de neveux, pour moi aussi et pour elles, je suis peut-être un modèle pour qu'elles aillent de l'avant en fait et que personne jamais ne leur dise de se limiter juste à très peu et qu'elles aient une personne proche à travers laquelle elles pourront avoir le courage de continuer. Et puis pour ma fille aussi, hein, finalement, elle n'aura pas peut-être l'occasion de dire que je ne vais pas continuer parce que tu n'as pas non plus continué. Donc pour elle, j'ai voulu aussi aller le plus loin possible pour que j'ai aussi tous les outils intellectuels et puis surtout aussi percer ce mystère-là parce que lorsque tu as des aînés qui ont eu la possibilité de faire des choses, à titre personnel par exemple, j'aime bien l'inviter à aller à l'université. On va régulièrement à mon bureau, je l'ai parfois même invité à des colloques. Avec ta fille? Avec ma fille, je l'amène dans des conférences. Je veux vraiment, en fait, que tout ce qui était pour moi un mythe et qui représentait parfois des frontières invisibles qui étaient impossibles à franchir soit juste normalisé à son niveau. Parce que nous avons tellement de choses à dire et il est important que nous formions nos jeunes filles pour ne pas qu'elles soient complexées, pour ne pas qu'elles se disent est-ce que je peux entrer, pour vraiment briser ces frontières invisibles qui nous empêchent parfois d'aller de l'avant lorsque pour les autres c'est juste simple et facile parce qu'ils et elles sont nés dans ces espaces-là de façon naturelle. Oui, en effet. Et pour avoir suivi ton travail, je sais que quand je t'ai entendu dire en entrevue que tu étais la seule fille de ta fratrie, je me suis vue dedans parce que je suis la seule fille de ma mère. Wow. Et donc, être la seule fille, les gens Et sous-estiment c'est ça. la portée politique de ça dans une Effectivement. famille africaine. C'est D'être ça. une seule fille, c'est une expérience qui est quand même singulière. Tout à fait. La question que j'ai pour toi, c'est en tant que jeune femme gabonaise qui arrive en Espagne, et qui met les pieds là-bas pour faire des hautes études, Ouais. puis-je te demander quel a été ton sentiment à ton arrivée là-bas quand tu prends état des lieux et que tu dois naviguer ce nouvel environnement et tes objectifs. Bon, tu avais l'air comme vraiment très, très ambitieuse. Tu voulais arriver à tes objectifs, mais ça reste l'Espagne. Tout à fait. Ça reste un environnement culturellement très différent Effectivement. du Gabon. Donc, comment est-ce que tu navigues ça? Alors, déjà, à la base, je n'allais pas en réalité en Espagne. J'allais faire mon doctorat en France pour des questions associées aux relations coloniales entre la France et les pays francophones. Mais il s'est passé que lorsque j'étais en maîtrise, j'ai rencontré une personne qui va devenir plus tard mon mari, en fait. Donc, je le rencontre au Sénégal. Et lorsque je me projette pour aller faire les études doctorales, il me dit qu'il serait absurde que je veuille aller étudier espagnol en France, faire une thèse d'espagnol en français, au lieu plutôt d'aller en Espagne. En fait, c'est à partir de ce moment-là que réellement, je me suis dit qu'il était logique que j'aille faire un doctorat
en philologie espagnole en Espagne. Et lorsque j'arrive en Espagne, je pense que l'Espagne va être un très bel endroit de réflexion parce que la plupart des Africains qui vont venir des pays francophones et qui vont se retrouver à Paris ou en France de façon générale vont avoir une sorte de revendication qui est liée au contexte colonial. Or, moi, dans mon cas, je n'ai pas été, enfin, je ne revenais pas d'un pays qui avait été colonisé par l'Espagne, je revenais du Gabon, dont le filtre de la langue en Espagne va me permettre aussi de voir le monde occidental, en l'occurrence européen, à partir de deux filtres, en fait. Le filtre du français et le filtre du contexte espagnol. Et donc, en Espagne, quand j'arrive, à la base, je vais faire une thèse en espagnol sur la littérature cubaine. Comme je vous l'ai dit au début, je suis motivée par une volonté de savoir pourquoi il y a une présence africaine à Cuba. Je vais donc en faire un objet d'étude, en fait, pour remettre au goût du jour les contributions de l'Afrique dans le patrimoine cubain. Quand j'arrive en Espagne, je me rends compte qu'il y a une méconnaissance, pour ne pas dire une ignorance affichée vis-à-vis de tout ce qui concerne l'Afrique. C'est pourquoi je me dis, bon, ben, finalement, puisqu'il est possible de faire une étude comparée, je décide donc, pour inscrire le corpus africain des littératures francophones en Espagne, de faire une étude comparée. C'est pourquoi je me mets à faire une thèse qui porte sur les identités transversales à partir d'un corpus d'ouvrages d'une écrivaine cubano-américaine, Cristina Garcia, et de l'écrivaine franco-camerounaise Leonora Miano. Donc c'est comme ça que ça va naître en fait. Et puis, chemin faisant, je me rends compte qu'il y a vraiment des similitudes, que les gens qui vivent les questions culturelles, identitaires dans une dimension transnationale vont avoir quand même des réalités qui sont analogues, même si elles ne sont pas identiques, que les communautés cubano-américaines, donc, qui sont en connexion entre Cuba et les États-Unis, ont des dimensions politiques, notamment des questions qui parlent des rapports entre les États-Unis et Cuba. Donc, il y a les dimensions aussi historiques, les dimensions politiques, les dimensions socio-culturelles et les dimensions linguistiques aussi. Et moi, je me suis toujours intéressée à ces questions-là. En fait, je pense que l'identité est quelque chose, c'est un débat très intéressant parce que c'est intersectionnel, ça implique tellement de choses, en fait. Et comme c'est toujours quelque chose qui est en perpétuelle construction, et c'est ce qui m'intéresse dans la question identitaire quand j'aborde ça. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve en Espagne et que je vais aussi avoir la possibilité d'initier certains projets, notamment artistiques. J'ai fait des expositions dans les musées pour donner un autre discours, en fait, donner à voir une autre réalité de l'Afrique que moi je connaissais. J'ai été très ravie, c'est après que je me suis rendu compte, en fait, qu'il est très important pour un Africain, lorsque tu vas embrasser le monde occidental, d'avoir des assises culturelles chez toi. Ça veut dire de savoir d'où tu viens, en fait, parce qu'on se perd très vite. La violence épistémique, la violence systémique, le racisme structurel est si violent, si virulent et si sibyllin, en fait, qu'il peut bousculer ou déboussoler une personne qui ne sait pas qui elle est lorsqu'elle s'en va en Europe. Donc, j'ai été très ravie de pouvoir aller en Europe, d'aller faire une thèse au moment où j'étais déjà assez mature, donc j'avais déjà plus de 20 ans. Ça permettait que je sache en fait que j'étais africaine et que je devais être fière de ce que j'étais. Et surtout de réaliser le potentiel du continent africain en fait, qu'il y avait vraiment des choses très belles. Et que parfois, ce qui est vendu dans les médias est juste politique, c'est un narratif qui veut que l'on voit les Africains à travers le cliché, les préjugés, les stéréotypes. Et donc tout ça m'a permis d'avoir une autre façon de me voir, de politiser qui j'étais et davantage de savoir quels sont les éléments que je pourrais prendre d'une culture à une autre, sans rien idéaliser. Oui, et Ouais. ce qui est intéressant, c'est le recul que tu pouvais avoir en rapport à Tout l'Espagne. à fait. Par exemple, moi qui suis née à Djibouti, qui a été colonisée par la France, bien Ouais, sûr, le rapport avec la France est différent. tout à fait. Et avec l'Espagne, même si l'Espagne a un passé C'est colonial ça. et esclavagiste quand même Mhm. très lourd, il y Ça. a un recul Ouais, lorsqu'on n'a pas évolué spécifiquement dans cette langue. effectivement. Donc là, quand tu as la belle recommandation de ne Ouais. pas, comment dire, entamer ces études ou du moins exploiter toutes ces études-là en Mhm. France, mais de vraiment le faire dans une immersion Effectivement. qui adhère en C'est fait ça. à l'espagnol, la langue Ouais. et la culture Au qui vit. contexte, ouais.
est-ce que, parce que moi, je suis ton travail, et quand je suis ton travail avec le niveau d'espagnol que j'ai, quand j'écoute, je sens en fait que les enjeux en contexte en Espagne, les finalités sont les mêmes en rapport aux conséquences du racisme et la déshumanisation des corps noirs, des esprits noirs, mais que la culture forge la compréhension ou même le déni profond même de l'existence du racisme. En Espagne, moi, je ne pourrais pas en parler parce que je n'ai pas vécu, mais j'ai visité. Et le ressenti que j'ai eu, après, tu pourras me dire parce que tu y as résidé longtemps, mais il y a un déni total de l'existence même du racisme en Espagne que j'ai senti. C'est-à-dire que moi, j'ai de la famille aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un niveau, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent des États-Unis, mais il y a une façon très décomplexée de parler du racisme, de son existence, de son histoire. Et en Espagne, il y a un complexe qui mène à un déni, mais vraiment un déni total. Et donc, j'aimerais bien avoir tes commentaires en rapport à ça. Je pense que l'Espagne n'est pas une exception en Europe. C'est juste la différence, c'est qu'elle a peut-être su être plus discrète parce qu'elle a perdu ses dernières colonies, donc elle n'était plus la toute puissante Espagne de l'époque où il y avait l'esclavage, ou les premiers moments de la colonisation dans les Amériques, à Biala, comme l'appellent les personnes originaires de ce continent-là. L'Espagne a des difficultés à parler de racisme parce que je pense que personne ne voudrait assumer un passé où il a été le bourreau d'autrui, en fait. Ça, c'est de façon générale. Et comme non seulement l'Espagne, mais l'Europe a de grosses difficultés à ouvrir ce pan de l'histoire. Parce que ouvrir le pan de l'histoire où on se souvient finalement qu'avant qu'il n'y ait ce qu'ils appellent aujourd'hui l'immigration massive des Africains vers l'Europe, il y a d'abord aussi eu par le passé une immigration dans le sens contraire, où ces personnes-là sont allées à la recherche de biens, de ressources qui n'étaient pas les leurs, où ils se sont appropriés les territoires, ont possédé des corps avec tous les abus que l'on connaît. Personne ne voudrait assumer ce genre de passé lourd. Donc, je crois que c'est un discours qui est finalement une sorte de projet politique. Déjà pour pouvoir délégitimer les revendications aujourd'hui des communautés afrodescendantes qui se retrouvent sur leur sol, de déconnecter le passé du présent pour ne pas qu'ils assument, puis de créer une sorte de vide, en fait. Parce que ne pas parler de quelque chose, c'est la plus grande violence qui puisse être. Parce que lorsque vous êtes dans une maison et puis personne ne parle jamais de vous, mais vous êtes là, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous avez ce sentiment de délégitimité permanente. Donc, le fait que l'Espagne n'en parle pas, ou lorsqu'elle en parle, qu'elle édulcore, qu'elle, par exemple, j'ai vu dans un musée, et ça a vraiment créé un tollé en Espagne, c'était juste pas impensable. Vous imaginez un musée comme El Museo de América, le musée de l'Amérique, c'est vraiment le musée colonial par excellence de l'Espagne. Et vous imaginez un musée comme ça, dans lequel ils disent l'immigration africaine en Amérique, au lieu de parler de l'esclavage. Vous imaginez un peu des choses comme ça. C'est même le choix des mots a pour objectif politique de déconnecter ou de ne pas situer en fait la responsabilité historique de cette communauté par rapport à tout ce qu'il y a eu comme abus et exactions en fait. Donc je crois que le fait que l'Espagne n'en parle pas est juste une volonté de nier et d'entretenir le négationnisme, en fait, de toutes ces personnes qui considèrent qu'ils sont envahis par des communautés africaines qui viennent chez eux comme si c'était des grosses victimes. Et puis aussi parce que le but, c'est de criminaliser certaines communautés. Lorsqu'on criminalise les communautés africaines, en l'occurrence, parce que c'est elles qui sont le plus proches du continent africain, européen, donc qui sont assez proches de l'Espagne. Ceci peut être pour ne pas avoir à assumer cette responsabilité civile, de voir des gens qui arrivent en pleine mer, par exemple, comme le cas qu'on appelle d'immigration, qu'ils appellent clandestine, ce qui est un terme que moi je critique parce que si on parle d'immigration clandestine, les communautés coloniales qui sont allées envahir d'autres continents aussi étaient des clandestins parce qu'ils ont envahi des espaces sans l'autorisation de personne, en fait. Voilà. Et donc,
quand ils ne veulent pas parler de cette question-là. Mais je sais aussi qu'il y a déjà en Espagne aujourd'hui des communautés afrodescendantes qui commencent à imposer leur présence dans l'espace public, qui ont commencé à créer des activités connexes en décalage total du discours officiel. Et ce discours officiel dans les institutions ont finalement aussi commencé à travailler avec ces communautés afrodescendantes-là, parce que la question du négationnisme du discours associé à ce passé colonial qu'ils ne veulent pas assumer, au passé associé à l'esclavage qu'ils ne veulent pas assumer, c'est aussi parce que peut-être certaines communautés africaines qui sont arrivées il y a une soixantaine d'années se considéraient pour la plupart étrangers à l'Espagne. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, ces personnes qui sont arrivées il y a 60 ans en Espagne et qui ont fait des enfants en Espagne, cette nouvelle génération d'enfants se considère complètement espagnole. Donc, eux, ils parlent à partir de leur légitimité pour assumer leur pleine citoyenneté. Et donc, ce n'est plus la même chose, en fait. Et ce sont des débats comme ça qui ont cours et qui font en sorte que, qu'ils le veuillent ou pas, il y a vraiment aujourd'hui une forte communauté d'afrodescendants qui sont en train de faire entendre leur voix à l'ère des réseaux sociaux. Justement, c'est ce qui est assez intéressant avec ces questions de revendication historique, parce que ces communautés n'attendent plus l'autorisation ni le quitus de personne pour prendre la parole dans l'espace public. À travers un smartphone, on peut parfaitement publier en ligne, faire diffuser ses discours pour pouvoir entendre d'autres sons de cloche, et c'est tant mieux en fait. Donc, le débat va peut-être prendre du temps, je ne sais pas, mais je pense et je suis très, très convaincue que grâce à la nouvelle communauté, la nouvelle génération, ce débat-là, de plus en plus, va occuper l'espace public afin que chacun assume ses responsabilités. Mhm. Et merci pour ça, Odom. Là, quand tu parlais de la démarche intellectuelle dans le cadre de la recherche, c'était une étude comparative. C'est ça. Donc, toi, tu as eu le privilège de pouvoir baigner à la fois dans ta langue maternelle africaine, qui est le fang. Le fang, c'est ça. Voilà. Et étudier en français et étudier en espagnol. Si je peux je sais que c'est des années et des années de travail que tu ne peux pas résumer en quelques minutes, mais ce qui est intéressant dans une étude comparative, c'est qu'on peut en retirer des éléments de comparaison. Absolument. En ce qui concerne voilà, la littérature peut-être française et la littérature espagnole. Est-ce que dans le contexte de ce que tu viens juste d'expliquer, des réalités liées au racisme, des identités mouvantes, changeantes de cette jeunesse africaine qui vit partout et nulle part. On vit partout et nulle part, mais qui se fait. Finalement, c'est une jeunesse qui se fait. Dans cette démarche et toutes ces années que tu as accordées à la gestation intellectuelle de comment les identités se forment, particulièrement pour les personnes afrodescendantes, qu'elles soient en France, en Espagne ou sur le continent africain. Qu'est-ce que tu retires en fait de ces comparaisons en ce qui concerne le contexte, disons, francophone et après pour le contexte de l'Espagne? Alors, ce que je peux retenir, c'est que le débat sur l'identité n'intéresse peut-être pas beaucoup de gens parce que ce n'est pas quelque chose de palpable. En réalité, tout ce qui relève de l'impalpable tend à être relativisé quand tu ne comprends pas les implications, en fait. Avoir eu, je pense, je peux le dire, avoir eu le privilège d'analyser ces questions-là m'a aussi permis d'être mère autrement, m'a permis de comprendre en fait que j'étais gabonaise et que ma fille n'avait pas à être uniquement gabonaise. Et qu'étant née en Espagne, sa première langue de socialisation, c'était l'espagnol. Et lorsqu'on s'en va au Gabon, elle va apprendre à parler français. Aujourd'hui que nous vivons au Sénégal, elle parle, je crois, beaucoup mieux français qu'espagnol parce qu'elle a finalement vécu beaucoup plus d'années au Sénégal dans un contexte francophone et où elle est scolarisée en français. Mais ces questions sur l'identité m'ont aussi permis de comprendre que nous devons créer on va dire quoi, peut-être des groupes de communication, des groupes de parole. On ne devrait pas laisser ou abandonner à leur triste sort des communautés de jeunes Africains ou afrodescendants qui vivent dans des contextes où
leurs parents ne sont pas originaires du continent de résidence. Je prends l'exemple de l'Espagne, comme toujours, parce que c'est l'espace que je connais le mieux. J'ai vraiment vu et je vois beaucoup de jeunes qui sont complètement perdus, qui n'ont pas de repères, parce qu'ils naissent dans un environnement où ils sont minoritaires. Et ils ont besoin d'avoir des réponses concrètes à des réalités et des questions qu'ils se posent. Par exemple, le fait de se voir à travers un autre qui n'est pas soi, le fait d'être invisible dans l'espace public, le fait d'être scolarisé dans un contexte où on ne parle jamais des héros qui leur ressemblent, le fait pour les jeunes filles de grandir avec des canons de beauté qui ne leur ressemblent pas. Donc, ce sont des discours très violents, en fait. Et il est important que les parents qui mettent au monde des enfants dans des contextes occidentaux soient conscients, en fait, qu'il est urgent et on ne peut pas léguer ça à un calende grec, ni laisser ça aux enfants, parce que l'enfant, il tâtonne, il se perd. Il y a tellement de paradigmes qu'il est important de le préparer. Et puis finalement aussi comprendre qu'il faut toujours avoir un lien avec la communauté d'origine ou le continent d'origine. Les voyages sont très importants. Déjà pour en finir avec les préjugés qui pèsent sur l'Afrique en fait. C'est que lorsqu'on est une personne afrodescendante, très tôt, par exemple, on va vivre la question du racisme. Il faudrait que cet enfant-là ait les outils pour qu'il comprenne ce qui lui arrive, déjà. Il faudrait qu'il ait des outils pour qu'il soit fier de qui il est. Il faudrait qu'il ait des outils pour qu'il ait des références pour pouvoir contre-attaquer ou pour pouvoir savoir par où commencer. Donc, ce sont des choses que j'ai eues à l'idée parce que j'ai travaillé sur les questions d'identité. Parce que j'ai compris qu'il était important pour moi, déjà, pour ma relation avec ma fille. Je me définis comme africaine, même si j'ai une nationalité autre, même si je deviens ou je suis devenue espagnole. Mais pour moi, je me définis comme africaine. Quand je me réveille, je ne me réveille pas en pensant que je vais aller vivre en Espagne, en fait. Parce que pour moi, littéralement, le passeport espagnol, c'est peut-être un moyen pour pouvoir bouger, ne pas avoir à passer par tous les mécanismes des barrières structurelles qui t'empêchent de voyager. Mais lorsque je me pense d'abord comme une femme africaine, parce que la société aussi me renvoie à cela. Donc, embrasser notre africanité, c'est très important pour qu'on soit fier de qui on est. Assumer qui on est, c'est tout un débat, parce que justement, l'idéologie de la race, elle régule le monde, en fait. C'est que, au début, par exemple, quand ma fille est née, je ne voulais pas lui parler de racisme. Je pensais que ne pas lui parler de ça ferait qu'elle ne subisse pas le racisme. Or, elle a subi le racisme. Elle a eu un jeune enfant, un petit, qui l'a insulté. Mais bon, pour lui, c'était une injure. Mais pour elle, elle se disait juste, mais c'était juste, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas une injure, je suis noire et alors? Donc, ces choses-là, c'est très important de savoir que on ne peut pas ne pas parler de ces questions-là à nos enfants. Mais il faut savoir avec quels outils. Comment faire? Comment faire pour que cette personne s'accepte et comprenne que le monde est régi par l'idéologie de la race et qu'en l'occurrence, il est presque impossible d'échapper à cela parce que qui nous sommes, les frontières que l'on va vivre, les injustices qu'on va vivre vont être associées à cette question-là. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est pourquoi il me tient à cœur d'étudier cela. Déjà, pour me guérir moi-même, parce que lorsque tu te retrouves en Espagne et que pour toi, tu vas juste étudier, tu n'es pas consciente en fait que on va peut-être remettre en question ta capacité à penser, à produire des savoirs. Tu n'es pas consciente en fait que tu vas être invisibilisée, puisque j'ai grandi dans un espace où j'étais une personne parmi tant d'autres en Afrique, donc la couleur n'était pas forcément un privilège de quoi que ce soit. Quand tu arrives, tu mesures en fait que ton degré de carnation va dépendre aussi de l'acceptation que les gens auront pour toi, que certaines choses que tu feras, quand je parle de justice épistémique, parce qu'on sait quand même que d'un point de vue historique, il y a des communautés dont on a nié la capacité à produire des savoirs, dont tu vas devoir doublement faire des efforts pour que les gens comprennent, et que parfois l'ignorance, ça vient de l'autre, qui ne sait rien de toi, et pour lequel tu vas devoir déployer un trésor d'ingéniosité pour lui faire comprendre en fait que l'ignorance est lui. Et puis aussi, il arrive un moment où tu n'as plus besoin de démontrer quoi que ce soit à quiconque, hein, en fait. Hein. Tu es qui tu es, tu n'as pas l'intention de demander l'autorisation d'exister. Et puis voilà, pour moi, c'est très important
que des jeunes Africains ou des Afro-descendants soient conscients des dimensions multiscalaires de tous ces enjeux-là, parce que ça va forcément nous traverser, étant donné que le monde est organisé selon l'axe de l'idéologie de la race. Hmm. Et tu sais, Odom, en t'entendant dire ça, en tant que, pas juste en tant que chercheur et professeur et professionnel, mais en tant que mère africaine, c'est quelque chose qui, pour moi, a énormément de valeur parce que j'ai entendu beaucoup de parents africains dire, il ne faut pas faire dans la victimisation, Ouais. ne discutons pas de racisme, alors que c'est un enjeu parental. Bah ouais, tout à fait. C'est un enjeu parental et Mm. de t'entendre le dire, en fait, pour moi, ça confirme ce que je sais déjà, Ouais. mais c'est surtout, je pense que c'est préventif, hein, surtout pour les parents qui nous écoutent. Et dans tes écrits, tu fais quand même un énorme travail de vulgarisation, d'explication de l'histoire du racisme sur tous les lieux. C'est-à-dire que tu fasses un travail lié à l'Espagne, les populations de l'Espagne, de la France, du Gabon, de l'Afrique de façon générale, il y a toujours cette dimension de la déshumanisation des corps noirs qui est adressée de façon différente. Et on va parler de ton livre éventuellement et d'un chapitre assez spécial dans ton livre. Et dans ton livre, en fait, tu nommes le fait que la race est imposée sur nos histoires africaines. C'est évident pour toute personne en tout cas, toute personne qui est née en Afrique sait très bien que lorsqu'on vit nos vies dans le tous les jours, on ne pense pas qu'on est noir. Moi, mon père, la première fois qu'il est arrivé au Canada, c'est là qu'il a compris qu'il était noir. Absolument. Et ma mère a compris qu'elle était noire quand quelqu'un lui a dit qu'elle était noire à Montréal. Mais elle, dans sa vie, elle a toujours été une femme somalie, africaine. Et dans ton livre, tu dis, je ne veux pas te citer de la mauvaise façon, mais tu dis, on ne naît pas noir, on le devient. C'est ça. Et quand tu dis ça, pour moi, c'est la preuve que c'est un enjeu majeur parce que c'est vraiment une réalité sociologique et non biologique, sociologique, imposée sur une population spécifique. Et ça vient avec son lot de conséquences qu'on ne peut pas nier au final parce que c'est réel. Donc, la question que j'ai pour toi, en fait, parce que au sein de nos communautés noires et africaines, tu travailles énormément sur la question de la francophonie, des africanités, du continent africain. Il y a différentes postures intellectuelles en rapport à l'existence de la francophonie en Afrique. Il y a beaucoup de résistants. Je suis sûre que tu as rencontré beaucoup de résistants qui disent, mais pourquoi on dit que l'Afrique est francophone? Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Afrique de l'Ouest est francophone, que le Sénégal est francophone, que le Cameroun est francophone, pourquoi on dit ces choses-là sur le continent? Et je suis curieuse de savoir, étant donné que tu as donné beaucoup de ton temps et de ton énergie à la question de la francophonie sur le continent africain, comment est-ce que tu réconcilies ou comment tu consolides francophonie et africanité? Alors, je pense qu'aujourd'hui, parler d'africanité, enfin, on ne peut plus parler d'africanité dans un contexte francophone sans parler de passé colonial, en fait. Quand je dis, par exemple, dans mon livre Femmes noires francophones et que je l'intitule ici, ainsi, j'en suis arrivée à un constat, c'est que sur la scène internationale déjà, en général, lorsqu'on parle de femmes africaines qui émergent, c'est très souvent dans l'espace anglo-saxon, anglophone en fait. Donc, on va avoir beaucoup de références de femmes dans cet espace-là. Parler de femmes noires francophones, par exemple, c'était aussi une façon d'interpeller l'opinion publique et de se demander, mais pourquoi, mais qui sommes-nous en fait? C'est quoi être une femme déjà? C'est quoi être une femme noire et davantage francophone? Mais quand je parle de francophonie, en réalité, c'était à partir du continent africain. Je suis consciente que la francophonie est aussi dans le nord des Amériques. Je suis aussi consciente que femme noire francophone, ça peut parfaitement être une Belge, en fait, qui est noire ou une femme française, noire ou caribéenne dans l'espace qui s'exprime en français. Mais lorsque j'articule la francophonie par rapport au contexte africain, je veux aussi de façon ironique interpeller la francophonie qui était l'institution en fait. En 2020, quand j'ai décidé de publier Femmes noires francophones, c'était de façon politique. Je voulais articuler la petite et grande histoire. En 2020, j'ai eu 40 ans, je suis née en 1980. Je trouve que moi, j'aime beaucoup mon année parce que c'est
une année qui me permet de ne pas me casser le cerveau pour calculer mon âge, en fait. Donc, j'ai eu 40 ans en 2020. En 2020, il y a eu une très belle coïncidence, c'est que c'était le cinquantenaire de la francophonie. C'était aussi le soixantenaire des indépendances africaines. Et j'estimais quand même que ces trois agendas-là, couplés à ma vie, c'était très bien pour faire un bilan. Un bilan déjà de ce que c'est qu'être femme à 40 ans. À 40 ans, j'estimais aussi que c'était l'âge où je devais assumer mes opinions, en fait, et mes prises de position. J'ai peut-être souvent, stratégiquement, je me suis cachée à travers les études, mes articles, mes publications scientifiques, où je m'intéressais à des questions, évidemment, concernant les justices épistémiques, où je m'intéressais à la question des femmes en Afrique. Mais après, je me suis dit, en fait, c'était un moment de déclic, en fait. Peut-être 40 ans, ça permet aussi de se faire une autre idée de la vie. C'était un déclic où j'avais l'impression que le militantisme et la science, c'était le même discours, mais sous différents angles. J'ai eu l'impression plusieurs fois que le militantisme, c'est lorsque je m'exprime à la première personne et que la neutralité scientifique, c'est lorsque je choisis les formulations impersonnelles. En réalité, ça dit la même chose. Seulement, c'est la perspective qui change. Dans la science, on te demande de démontrer ce que tu dis à travers des références qui font foi. Et dans le militantisme, on dit je assume à la première personne et je dis ce qui me plaît. Et quand je décide d'écrire une femme noire francophone, en fait, c'est parce que, de façon personnelle, j'avais l'impression, enfin, j'en avais un peu littéralement marre d'être toujours en train de démontrer des choses qui étaient pour moi évidentes, en fait. Et je voulais démontrer aussi à la face du monde que la science était une construction politique, que le simple fait de souscrire à des formulations de neutralité, des paravents de neutralité, c'était un jeu que des intellectuels faisaient entre eux en réalité. Parce que la recherche scientifique a des prismes et a des biais implicites. Donc le fait de choisir d'analyser certaines choses, c'est aussi un choix finalement politique, mais c'est aussi une subjectivité que l'on va essayer voilà, de démontrer. En réalité, c'est ça. Parce que lorsque vous allez dans des colloques, il y a certaines thématiques qui sont analysées et vous comprenez vraiment qu'en fait, on est en train d'objectiver certains corps, en fait, mais qui sont justifiés à travers la science. Et donc, quand je parle et j'articule l'Afrique à la francophonie, je veux me souvenir et je veux aussi qu'on se souvienne en fait qu'il y a un passé historique qui nous lie et qui fait en sorte et qui exige qu'il y ait une responsabilité mutuelle. Responsabilité par rapport à l'Afrique, donc de la part de la France, et puis aussi responsabilité des Africains eux-mêmes de se prendre en charge, en fait. C'est ça la question ici. Et puis finalement, parce qu'il y a plusieurs paradoxes, quand tu es une femme universitaire et africaine, ça semble parfois paradoxal pour plusieurs personnes. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, où des gens remettent peut-être en cause ta capacité à produire tes savoirs, où des gens se demandent si tu parles français, pour eux, très bien, c'est parce que tu n'as pas forcément vécu en Afrique. Or, moi, j'aime toujours le dire de façon très décomplexée, je n'ai jamais vécu en France. Et je veux aussi justement que les gens se souviennent que c'est parce que je n'ai pas vécu en France que justement il y a une langue coloniale que nous avons finalement peut-être maîtrisée parfois plus que les Français eux-mêmes. Et donc ce sont ces dimensions-là. Pour moi aujourd'hui, le français est devenu une langue africaine parce que les nouvelles générations qui naissent aujourd'hui sont des gens qui parfois ne parlent même plus les langues africaines et se socialisent en français. Et les nouveaux couples parlent français. Peut-être que c'est une grande erreur qu'on est en train de commettre, à mon avis, parce que, bon, peut-être ils pensent que c'est plus facile, parce qu'il y a des mariages interethniques, et lorsqu'il y a un mariage interethnique, le couple parle français. Et quand le couple parle français, ben, c'est la langue avec laquelle on parle aux enfants. Et c'est peut-être aussi une erreur parce qu'on pense que leur faire parler français leur donnera plus d'opportunités dans le monde, parce que le français est une langue qui se parle dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, ainsi de suite. Donc c'est vraiment cette articulation que je voulais avoir en fait. Et puis aussi se souvenir finalement que ce qu'on appelle le racisme en Occident, de la part des communautés africaines qui en subissent la tyrannie et tout ce qui va avec. Et c'est ce qu'on appelle la colonialité en Afrique. C'est le même discours, c'est seulement les espaces qui changent en fait. Quand on parle de colonialité en Afrique, c'est le racisme en fait. C'est juste des zones géographiques qui sont différentes, c'est juste les communautés de personnes qui sont différentes peut-être, mais l'histoire, c'est vraiment toujours l'idéologie de la race. C'est toujours déshumaniser les communautés dont on a socio-historiquement ôté toute capacité à être eux-mêmes et à se dire au monde, en fait. C'est ça la question. Donc voilà, femmes noires francophones, c'est ça. Et puis aussi, c'est pour qu'on ait notre voix, nous.
c'est qu'on parle en notre propre voix, c'est ça. C'est que je pense qu'aujourd'hui, les femmes africaines avons déjà suffisamment de formation, suffisamment de capacité, suffisamment de liberté pour commencer à parler à partir de nous-mêmes sans filtre institutionnel, sans que des gens veulent nous représenter, sans que des gens veulent parler pour nous, en fait. Et à partir du moment où tu deviens une femme africaine qui ne veut pas être une victime de quiconque, qui veut s'arroger la capacité à produire science et à parler en son propre nom, tu n'as plus le profil qui intéresse les gens. Parce que les gens, ils veulent que tu sois la victime. Ils veulent que tu sois celle qu'on va présenter comme un avatar pour pouvoir parler en son nom. Donc, c'est vraiment plusieurs dimensions politiques que j'aborde dans ce livre-là. Et il y a aussi des éléments autobiographiques, des récits. Parce que je veux aussi qu'on se souvienne en fait qu'il y a une articulation étroite entre les questions politiques d'envergure générale et les questions individuelles parce que nous sommes la somme de plusieurs entités et qu'il n'y a pas de politique sans individu. L'individu est régi par le politique. Donc c'est vraiment ces éléments-là que je voulais mettre ensemble parce que ça nous traverse aussi et que les objets d'études que l'on étudie dans les universités, ce sont des réalités que nous vivons en fait et que nous ne sommes pas que des objets d'études. Je veux aussi rappeler ça. On doit humaniser la science et qu'on doit se souvenir que lorsqu'on analyse des questions sociales dans l'université, on parle avant tout des humanités des gens en fait. C'est pourquoi je voulais justement partir un peu des espaces académiques pour pouvoir parler de ces questions de façon simple sans qu'on me demande pourquoi tu dis je. Voilà, je voulais vraiment parler à cœur ouvert. Oui, et pour la deuxième partie de cette entrevue, parce qu'on va prendre une petite pause santé, mais je voulais juste partager aux dames que c'est très rare de rencontrer des universitaires qui n'ont pas peur de parler au jeu. Et quand j'ai lu une bonne partie du chapitre qu'on s'apprête à discuter dans la partie 2 de cette entrevue, j'ai apprécié ça. Parce que pour avoir beaucoup évolué en milieu universitaire, l'art de faire de la recherche, c'est justement de démontrer qu'on ne fait pas du jeu et qu'on est extrêmement méthodologique et qu'on est tellement loin de notre sujet d'étude en tant qu'examinatrice de la recherche. Et lorsqu'on te lit dans ton ouvrage, en fait, c'est qu'on comprend que tu es chercheur, on comprend que tu discutes d'un lieu très recherché et situé, mais en même temps que tu te permets de parler en tant que femme noire africaine de ce sujet d'étude qui t'intéresse, qui sont ces identités évolutives. Et c'est très rare, et je trouve que c'est de faire de la recherche innovante que d'être capable de mettre de l'avant sa capacité à faire de la recherche et à vulgariser et à expliquer les concepts, mais en même temps de se jeter dans l'eau aussi, de dire, bah, moi je suis une femme noire et voici une partie de mon parcours qui émane de ce qui m'intéresse à titre de chercheur aussi. Et donc, cette valse entre l'individuel et la recherche collective, quand on te lit, on sent cette valse qui, pour moi, ça relève aussi d'une honnêteté intellectuelle. Aussi, parce que moi, des fois, quand je suis dans le milieu de la recherche, des fois, j'ai des frustrations parce que je me dis, surtout en sciences sociales, en sciences politiques, il y a une certaine honnêteté intellectuelle et un positionnement qu'il faut avoir. Tout le monde n'est pas obligé de se révéler, mais moi, j'ai beaucoup apprécié ça dans l'écriture et lorsqu'on lit, on comprend que toutes les femmes noires, en fait, ont une histoire qui touche au racisme, qui touche au sexisme, que ce soit lié à la migration ou pas, à l'immigration ou pas, à la diaspora, au continent. Tout le monde est affecté. Donc, on va prendre cette petite pause et durant la deuxième partie, on va discuter en fait de ce chapitre qui, pour moi, en tout cas, c'est un chapitre extrêmement percutant qui parle de ton parcours et qui parle de cette intersectionnalité extrêmement, j'ai le mot intense dans la tête, mais c'est une intersectionnalité extrêmement intense liée
à un parcours de vie, mais lié à ce que beaucoup de femmes noires africaines dans le réel vivent de façon différente. Ouais. Donc voilà, on revient. Bien sûr.